Bonjour, cette vidéo a pour objectif d'introduire le document de synthèse des travaux du GT6.2 sur les plateformes collaboratives et les collaborations de plateformes. Ce module est consacré à l'histoire des collaborations dans les organisations humaines. Il existe de nombreuses théories et méthodes relatives aux organisations humaines. Elles couvrent tant l'organisation physique du travail que le management des acteurs d'une organisation. Citons quelques exemples. L'artisan sur un marché étroit était maître de sa stratégie bout en bout, du démarchage au service après-vente. Mais il s'est rapidement confronté au travail collaboratif avec ses clients et fournisseurs. Les règles de l'art, même implicites, suffisaient pour supporter cette collaboration. L'idée que la spécialisation et la division du travail pouvaient augmenter l'efficacité de la production est très ancienne. Xénophon l'évoquait déjà 400 ans avant Jésus-Christ en s'inspirant de ses campagnes militaires et de l'art du commandement et du leadership. La division tripartite des sociétés s'appuie sur les capacités intellectuelles, physiques ou combatives des individus. C'est une forme d'organisation humaine très fréquente. L'Arsenal de Venise vers 1200 s'employait jusqu'à 16 000 personnes dans un modèle de travail à la chaîne qui sera repris par le Fordisme en 1908. L'établissage au XVIIIe siècle mettait en œuvre des petites unités spécialisées et indépendantes permettant le travail à domicile et le travail à temps partiel dans l'horlogerie. L'organisation scientifique du travail sera formalisée par le Taylorisme en 1880. À cette époque, le paternalisme apportait aussi une alternative à la carotte et au bâton, avec un fort gain social, au prix d'une obéissance sans faille au patron. Plus près d'aujourd'hui, le toyotisme introduira en 1937 le concept de fabrication au plus juste, lean management, just in time. Le modèle innovant de William Edward Deming en 1950 révolutionnera l'industrie. Je cite: la politique d'une entreprise doit être de développer la connaissance dans un climat de coopération. Fin de citation. L'une des premières manifestations de l'existence de la propriété intellectuelle concernerait la protection d'une recette de cuisine au VIe siècle avant notre ère, la loi de Sybaris. L'objectif affiché est clairement de tirer profit du travail qui aurait permis cette innovation. Dans une société sédentarisée basée sur la propriété, l'idée que de la propriété intellectuelle est une extension supplémentaire logique à la propriété. Pourtant, de grandes civilisations basées sur le partage des expériences et une forme de compagnonnage ont pu se développer sans la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle fait donc aujourd'hui partie du contexte et constitue une contrainte très importante sur les collaborations. C'est un actif qui consacre la valeur accordée à l'action d'inventivité. La propriété intellectuelle est donc susceptible de transactions, d'échanges, de transferts et de valorisation. Les premiers brevets d'exploitation apparaissent vers 1421. La Convention de Paris en 1883 constitue le premier accord international de la propriété intellectuelle et la création en 1967 de l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, permet progressivement d'harmoniser les régimes spécifiques nationaux. Donc concrètement, toute organisation humaine visant à réaliser un projet sera confrontée à la gestion des propriétés intellectuelles. L'objet des propriétés intellectuelles étant presque exclusivement numérisé actuellement, la structuration des données numériques devra impérativement prendre en compte et permettre la gestion de la propriété intellectuelle. Les données de chaque acteur doivent être protégées et aussi donner lieu à des engagements de confidentialité envers les personnes qui les utilisent. La réalité est complexe. Des millions de paramètres entrent en jeu dans le moindre environnement humain. La modélisation est la construction d'une représentation plus ou moins simplifiée de la réalité, appelée modèle, et visant à faciliter une compréhension commune d'un domaine. Très vite, la modélisation a mis en évidence la nécessité de séparer les données et les traitements. La méthode Meurice en 1978 s'appuie sur ce concept. Dès lors, la modélisation s'est focalisée sur deux axes. D'une part, la modélisation des données, de leur structuration et de leur partage, qui a donné naissance à l'approche orientée objet avec Corba en 1992 ou UML en 1997, ainsi qu'aux architectures de services SOA avec Praxem en 2003.
Et d'autre part, le deuxième axe est la modélisation des traitements de la donnée, c'est-à-dire des métiers de l'entreprise. Depuis la première méthode au SAD en 1990, de nombreuses méthodes ont vu le jour. Et le standard BPMN né en 2014 s'impose comme une référence regroupant les enseignements tirés des méthodes précédentes. La norme ISO 21500 définit un projet comme étant un ensemble unique de processus constitués d'activités pour atteindre les objectifs du projet. La gestion de projet peut donc être considérée comme la gestion de l'ensemble des processus d'un projet. Citons le concept de découpage en tâches développé par le département américain de la Défense et publié en 1962 par la NASA, qui est repris dès 1987 par les standards de gestion de projet avec les notions de WBS ou OTP en français. Le PMI propose un programme de certification mondialement reconnu en gestion de projet qui s'appelle le PMP et qui forme à cette méthode. L'expérience militaire et spatiale a donné naissance à la notion de systèmes indépendants pour maîtriser leur domaine. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie système. Lorsqu'on recentre la collaboration tout au long du cycle de vie d'un produit, les activités suivent le cycle et on parle de gestion du cycle de vie des produits, c'est-à-dire de PLM en anglais ou GCVP en français. La généralisation de la collaboration dans le contexte de l'entreprise étendue renforce le besoin de pouvoir partager l'exploration de l'espace de conception entre tous les acteurs concernés. On parle de conception distribuée et de co-conception. Face à la complexité des organisations, plutôt que de multiplier les processus lourds pour définir et contrôler les activités au sein de l'organisation, il paraît intéressant de construire des organisations encourageant l'intelligence collective autocontrôlée. Le concept des organisations apprenantes utilise ces principes. D'autres pistes telles que la théorie U intègrent les derniers développements des neurosciences pour aborder les organisations humaines. C'est dans ce contexte que les plateformes collaboratives ont un rôle majeur à jouer.